Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va décortiquer ensemble un sujet vraiment central en psychiatrie, mais aussi en pédiatrie, le fameux trouble du déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité, le TDAH. L'idée, c'est de vous donner une vision claire, basée sur la science, depuis sa définition la plus simple jusqu'à ce que nous disent les toutes dernières découvertes en neuroimagerie. On a tous connu ça, hein. L'esprit qui s'égare, on passe d'une idée à une autre, on a du mal à rester fixé sur un truc, c'est humain. Mais la vraie question, c'est à quel moment est-ce que ça cesse d'être de la simple rêverie pour devenir quelque chose de persistant qui vient vraiment perturber le quotidien? Eh bien, c'est exactement là que notre discussion sur le TDAH commence. Alors, rentrons dans le vif du sujet. Le TDAH, ce n'est pas juste une tendance à être distrait. Non, c'est bien plus complexe que ça. C'est un trouble neurodéveloppemental. D'ailleurs, la façon dont on le comprend a énormément évolué. On est passé d'une vision très centrée sur l'hyperactivité, qu'on appelait avant le THDA, à une compréhension beaucoup plus large du TDAH, qu'on va définir tout de suite. Voilà la définition officielle, celle qu'on trouve dans le manuel de référence, le DSM-5. Et là-dedans, il y a deux mots absolument clés, persistant et interfère. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les symptômes ne sont pas juste là de temps en temps. Non, ils forment une sorte de toile de fond constante qui a un impact bien réel sur la vie sociale, scolaire ou professionnelle. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le TDAH n'est pas un bloc monolithique. En réalité, il y a trois visages différents. On a la forme où c'est l'inattention qui domine. Celle-ci, elle est souvent plus discrète et parfois on met plus de temps à la diagnostiquer, surtout chez les filles. Ensuite, on a la forme hyperactive impulsive, beaucoup plus visible, plus extérieure. Et enfin, la forme combinée qui, comme son nom l'indique, mélange les deux. Ok, on a vu les symptômes. Mais maintenant, on va aller voir un peu plus loin. Sous le capot, qu'est-ce qui se passe concrètement à l'intérieur du cerveau? Qu'est-ce que la science nous apprend sur la mécanique de tout ça? Et là, on aborde un point qui est absolument fondamental. Il faut vraiment déconstruire cette idée, le TDAH, ce n'est pas de la paresse, ce n'est pas une faiblesse de caractère, et ce n'est pas le résultat d'un manque d'effort. La réalité, c'est que toutes ces difficultés qu'on observe, elles ont une base bien physique, bien organique. C'est ancré dans la structure même du cerveau et dans le fonctionnement de certains circuits. Et ça, ce ne sont plus des suppositions, ce sont des choses que l'imagerie moderne nous a permis de voir, de mesurer. Grâce à l'imagerie par résonance magnétique fonctionnelle, l'IRMF, on peut carrément voir le cerveau en action. Et ce qu'on observe, c'est ce qu'on appelle une hypofrontalité. En gros, ça veut dire que le cortex préfrontal, qui est un peu le contrôleur aérien du cerveau, celui qui planifie, organise et freine les impulsions, eh bien il est moins activé. Et au niveau chimique, on voit aussi une pagaille dans les systèmes de neurotransmetteurs, notamment la dopamine, qui est essentielle pour la motivation et le circuit de la récompense, et la noradrénaline, qui gère l'attention et la vigilance. Bon, on a vu la biologie, mais maintenant revenons sur le terrain. Comment est-ce qu'on passe d'une simple suspicion à un diagnostic en bonne et due forme? Vous allez voir, c'est un processus très rigoureux qui s'appuie sur des critères internationaux bien précis. En fait, tout le diagnostic repose sur l'évaluation de deux grands domaines de symptômes. D'un côté, on a tout ce qui relève de l'inattention, et de l'autre, tout ce qui concerne l'hyperactivité et l'impulsivité. On va regarder en détail ce que ça recouvre. Alors, pour le pôle inattention, on va chercher des signes comme une difficulté persistante à suivre des consignes, une tendance à perdre ses affaires tout le temps ou des oublis très fréquents. Et attention, ce n'est pas juste une fois de temps en temps. Il faut qu'un certain nombre de ces symptômes soient présents de manière chronique pour que le critère soit validé. Pour l'hyperactivité-impulsivité, les signes sont souvent plus visibles. Ça va être une agitation motrice quasi permanente, le fait de parler énormément, de couper la parole ou d'avoir beaucoup de mal à attendre son tour. Et là encore, ce qui compte pour le diagnostic, c'est vraiment l'intensité et la persistance de ces comportements. Et ça, c'est un point absolument crucial. Pour poser le diagnostic, il y a deux conditions non négociables. D'abord, les symptômes doivent avoir commencé avant l'âge de 12 ans. Et ensuite, ils doivent se manifester dans au moins 2 lieux de vie différents. Par exemple, à la maison et à l'école. Ça permet de confirmer que le trouble est bien généralisé et qu'il a commencé tôt. Comprendre les mécanismes et comment on diagnostique, c'est une chose. Mais il est tout aussi important de prendre conscience de l'impact que peut avoir le TDAH sur la vie d'une personne s'il n'est pas identifié et pris en charge correctement. Regardez bien ce tableau parce qu'il est très parlant. Les trajectoires de vie peuvent être radicalement différentes. Sans aide, on sait que le risque d'échec scolaire, de troubles du comportement ou de développer d'autres problèmes, comme des troubles de l'humeur ou des addictions, est statistiquement bien plus élevé. Mais à l'inverse, avec un diagnostic et un soutien adapté, le pronostic s'améliore de façon spectaculaire. Et ça nous amène directement à la partie la plus importante, les solutions. Parce qu'un diagnostic de TDAH, ce n'est pas du tout une condamnation, c'est même tout le contraire. C'est le point de départ qui permet de mettre en place une prise en charge qui peut littéralement changer la vie. Regardez-moi ce chiffre.
80%. Les données scientifiques montrent que les approches de traitement du TDAH fonctionnent pour environ 8 personnes sur 10. C'est juste énorme. C'est l'un des troubles en psychiatrie pour lesquels on a les traitements les plus efficaces. Il y a un véritable espoir. La prise en charge, c'est un travail d'équipe sur plusieurs fronts. Ça commence toujours par la psychoéducation. Expliquer ce qu'est le trouble à la personne et à sa famille. Ensuite, on met en place des aménagements, notamment à l'école. Viennent aussi les thérapies comportementales pour apprendre à développer des stratégies de compensation. Et enfin, parfois, un traitement médicamenteux peut aider. Alors attention au mot chimiothérapie ici, ça n'a strictement rien à voir avec le cancer. Ça désigne juste l'usage de molécules chimiques, comme des psychostimulants, pour aider à réguler la chimie du cerveau. Il faut aussi être réaliste. Pour une grande majorité de personnes, environ 2 sur 3, le TDAH ne disparaît pas à l'âge adulte. L'objectif n'est donc pas vraiment la guérison, mais plutôt d'apprendre à gérer les symptômes au quotidien pour permettre à la personne de s'épanouir pleinement. C'est un marathon, pas un sprint. Cette phrase d'Arnil Lauven, qui est une psychologue, qui a elle-même un parcours en psychiatrie, prend tout son sens ici. Le simple fait de reconnaître le trouble, d'avoir accès à un soutien qui est basé sur la science et de mettre en place des stratégies, eh bien ça c'est un moteur de changement d'une puissance incroyable. Pour conclure, le TDAH est donc un trouble neurodéveloppemental bien réel, avec une base biologique solide et documentée. Le comprendre, ça permet de sortir des jugements et d'entrer dans une logique de soins et de soutien. La question qui reste ouverte pour nous tous, c'est celle-ci. Comment peut-on continuer à améliorer cet accompagnement pour aider à transformer ce qui est un défi en une véritable force ?